C'est un nouveau record pour une collection d'art d'Afrique et d'Océanie. La collection Barbier-Muller s'est envolée pour un total de 73 millions d'euros, dépassant ainsi la collection prestigieuse de Michel Périnet, qui a été vendue en 2021 pour 66 millions d'euros. Et Yves-Bernard Deby, qui est avocat et aussi directeur du Parcours des Mondes, qui est la foire de cet art extra-européen, est avec nous pour décrypter cet événement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement en quoi cette collection était exceptionnelle? Qu'est-ce qui explique ces envolées? Alors, la qualité de la collection explique l'envolée, et puis il y a la qualité de la maison de vente et de ce qui a été fait par la maison de vente. Mais si on prend d'abord par la collection, c'est une collection extraordinaire qui est ancienne, qui s'établit sur 4 générations. Elle est éclectique. D'ailleurs, quand on voit la vente, c'est assez remarquable pour le dire. Il y avait 100 lots, 50 lots d'art africain, 50 lots d'art océanien. Donc, peu de collections sont de ce niveau. C'est une collection aussi qui avait été beaucoup montrée. Barbier-Muller a fait un musée privé à Genève. Donc, c'est une collection très prestigieuse. Et est-ce qu'il y a eu des surprises au sein de cette vente? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, des œuvres qui sont exceptionnelles, forcément, ça fait des prix exceptionnels. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des zones d'intérêt où on s'est dit, tiens, là, peut-être qu'on n'attendait pas à ce que cette œuvre se fasse une telle envolée Je ne sais pas s'il y a eu des surprises, parce que globalement, c'était une vente très attendue, d'objets très connus. J'ai eu la chance d'être invité la veille dans le dîner que donnait Christie's et d'être dans la salle lors de la vente. Il planait comment dirais-je, on était détendu. On savait du côté de Christie's qu'il y avait eu un intérêt sur chaque lot. C'est une vente qui a fait 100% de vente. Un objet seulement en after sale, mais 100 objets vendus. Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Après, on est dans des envolées terribles. Il y a 13 lots qui dépassent le million d'euros. C'est ça. La tête Fang fait 14 700 000. Le fétiche à clous au Congo fait record, 9 millions. Le masque baoulé, record absolu pour une œuvre baoulée, 6,6 millions. L'année d'avant, Christie's avait déjà fait très fort avec un masque à 2 millions, mais là on est à 6,6 millions. Et si on passe du côté de l'Océanie, vous avez un masque des îles de Torres qui fait 5,5 millions. Peut-être que la surprise est là. C'est quand même que pour cette qualité d'objet, l'art océanien se tient très très bien. Oui, mais justement, c'est l'art océanien, ça n'a pas toujours été... Là, vraiment, il y a eu est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cette... Peut-être parce que aussi l'art provenant de certains pays africains, on sait déjà quelles sont les œuvres majeures, etc. Peut-être que là, on est dans une découverte plus creusée de l'art océanien. Alors en fait, classiquement, c'est la statuaire africaine qui tire les prix vers le haut, toujours. Encore dans cette vente, d'ailleurs. L'art océanien a toujours fait des prix moindres, alors qu'il y a un intérêt des collectionneurs aussi grand pour l'art océanien que pour l'art africain. Oui, peut-être que l'un des enseignements à tirer de cette vente, c'est que l'art océanien, quand il est à ce niveau de qualité, à ce niveau de provenance et à ce niveau de présentation, j'y tiens beaucoup, par une grande maison comme Christie's, eh bien, il y a des envolées. Et justement, revenons à cette tête de reliquaire Fang qui a fait 14 millions. Qu'est-ce qui explique ce prix? Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre un tel montant? Alors, les têtes Fang sont toujours dans des prix très importants. Parce que c'est très rare? Oui, parce que c'est très rare. Parce que également, il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, il y a entre l'art africain et l'art moderne occidental des liens très très forts. Donc les têtes Fang très tôt ont été vues et reconnues par les artistes occidentaux. Donc le lien est très très fort depuis très longtemps. Les têtes Fang et les reliquaires Fang ont toujours des valeurs importantes. Celui-ci était particulièrement beau, particulièrement bien documenté, et ça explique les 14 700 000, donc on est presque à 15. Et justement, vous étiez présent dans la salle. Oui. J'ai cru entendre qu'il y avait une typologie collectionneur qui pouvait être différente de ce qu'on voit d'habitude. Est-ce que vous pouvez témoigner de la présence, qui était là, s'il y avait des collectionneurs différents de ce qu'on voit d'habitude? Alors tout d'abord, la salle était pleine. C'est assez souvent le cas. C'est vrai que quand on est collectionneur, ce qui est mon cas, on retrouve souvent les mêmes collectionneurs, les mêmes musées qui sont présents. Là, on avait
des gens nouveaux, des gens qu'on ne connaissait pas. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une effervescence, c'était très joyeux. Oui, différent d'autres ventes, une vraie énergie. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire de cette vente pour le marché? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer? Oui, il y a plusieurs enseignements. D'abord, un enseignement évident, c'est que quand les objets sont beaux, qui a d'une belle provenance, ils trouvent toujours acquéreur. Quand les objets sont d'une qualité exceptionnelle, ils trouvent acquéreur et à des prix exceptionnels. Ça, c'est le premier enseignement. Et peut-être qu'on discutera statistiques tout à l'heure, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis. Mais au-delà de tout ce qui est question de statistiques, il y a une certitude, c'est que les grands objets se vendent extrêmement bien. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, c'est la place de Paris. Paris est la première place en matière d'art premier, très certainement en raison d'un triumvirat dont on a déjà parlé, qui est des maisons de vente importantes, et la plus importante est Christie's, clairement. Le musée du Quai Branly, qui a cette place si importante et si particulière dans les arts premiers, et puis la foire que j'ai la chance de présider, qui est le Parcours des Mondes, qui réunit tous les marchands et tous les collectionneurs du monde à un moment précis, à Paris. Donc Paris, c'est vraiment devenu la première place mondiale pour les arts premiers. Et justement, avec beaucoup de musées qui étaient présents et beaucoup de préemptions réalisées. Alors, il y a 5 préemptions des musées nationaux. Le Quai Branly, ils ont préempté des objets océaniens. Oui. Parce que, bon, peut-être qu'ils sont déjà pas mal servis en objets africains. Mais, alors, Christie's, c'est un devoir de confidentialité, ne communique pas, mais pour ceux qui étaient dans la salle, on a très bien compris que beaucoup de musées internationaux avaient acheté. Alors, chaque musée pourra annoncer au moment, mais vous verrez qu'il y a eu beaucoup de musées internationaux qui ont également acheté à cette vente. Et justement, terminons par voilà, quelques chiffres. C'est vrai que le rapport Arcade, qui collecte toutes les données d'art extra-européen chaque année, 2024 donc, est sorti sur l'année 2023. Et donc, voilà, il parle de cette année qui plombée par les chiffres, etc., qui n'a pas été très bonne. Là, juste avec la vente Barbier Müller, on a déjà atteint presque le double du chiffre d'affaires de l'année dernière. Oui. Comment expliquer cette baisse, cette fluctuation? Bon, d'abord, il faut saluer Arcade parce que c'est les seuls à le faire et que c'est un outil important pour nous. Je crois néanmoins, je ne suis pas fan des chiffres, encore moins de ce qu'on peut essayer de leur faire dire. Si vous prenez le rapport, ils expliquent qu'en fait que 2021, il y a 107 millions, puis en 2022, vous avez une consolidation à 60, et puis un effondrement à 37 millions en 23, et ils essaient d'expliquer. C'est sur ces explications, je ne pourrais ne pas être d'accord. En fait, c'est simple. La vente Barbier Müller qui est en mars, si elle s'était tenue en décembre 23, eh bien, on aurait explosé tous les compteurs et 23 aurait été bien meilleur que 21. Donc, voilà, très compliqué de tirer des analyses intelligentes, je pense, des statistiques. Un point quand même positif, c'est que presque comme à l'échelle du marché de l'art entier aussi, les transactions, en revanche, elles continuent d'être très dynamiques. Elles augmentent. Donc ça veut dire pareil que l'intérêt, en tout cas, est toujours là. Merci beaucoup Yves-Bernard Deby. Je rappelle que vous êtes avocat et directeur de Parcours du Monde. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.